J'ai titré cette présentation Simplexity. C'est un petit peu le motto de notre agence. En fait, ce qui nous guide, en fait, c'est de pouvoir trouver des solutions simples à des problèmes complexes. Et on s'aperçoit avec l'évolution du monde dans lequel on vit, à un toujours plus fort degré de complexité dans les process, dans les situations, dans la vie même quotidienne aujourd'hui. Et notre but, enfin la manière dont on entrevoit les projets, c'est de trouver des solutions simples à ces projets complexes et des solutions simples qui font sens et qui sont durables. Donc, on aurait pu aussi appeler cette présentation collaboration, puisque on pense au sein de notre agence que finalement la collaboration est vraiment le cœur du projet de société, mais aussi le projet architectural et urbain. C'est fondamentalement une collaboration. Euh, Stanislas en a parlé tout à l'heure un petit peu. Le rôle de l'architecte, de l'urbaniste, du concepteur, même du BIM manager, aujourd'hui, c'est de coordonner et de faire collaborer de multiples intelligences. Et donc, ce n'est plus l'architecte qui, dans sa tour d'ivoire, conçoit un projet et qui tient ce projet contre vent et marée, mais c'est aujourd'hui, l'important, c'est de trouver la réponse juste. Et je pense que c'était aussi un petit peu l'idée de l'intelligence artificielle telle qu'il était présentée dans la conférence qui vient de faire Stanislas. Nous sommes une agence franco-suédoise, donc nous avons déjà au sein de notre agence des nombreuses personnalités différentes et qui ont chacun leur apport et leur parcours personnel. Et on essaye vraiment d'utiliser toutes ces diversités au sein de l'agence pour sortir des projets qui sont à chaque fois pertinents par rapport au site, par rapport au contexte climatique et par rapport à l'environnement dans lequel ils s'insèrent. Nous considérons le BIM et les outils numériques comme des outils qui peuvent nous aider sur de nombreux aspects, mais nous avons plein d'autres outils. Nous adorons la maquette physique. On pense que beaucoup d'intelligence passe aussi par la main, par le regard. Donc, nous considérons que la partie, nous sommes des adeptes du numérique, mais c'est un outil qui est à notre service. Nous ne voulons pas du tout devenir l'esclave du numérique. Et c'est pour ça que nous avons besoin de maîtriser en fait cet outil à fond. C'est-à-dire, nous devons nous rendre maîtres de notre outil et que l'outil nous serve et qu'on puisse l'emmener au bon endroit. Et pas que l'outil nous mène à un endroit où nous ne voulons pas aller. Nous travaillons sur des sujets très divers, très variés, dans de nombreux pays et dans de nombreux contextes différenciés en termes de climat, en termes de situation urbaine ou de paysage. Et à chaque fois, notre projet est de vraiment coller à cette réalité et à ce contexte. Comme le disait Emmanuel tout à l'heure, nous travaillons sur des projets de tout type. Nous avons réalisé le mine de Nantes avec une structure en bois de 350 mètres de long, où effectivement la conception en 3D était importante. Vous voyez, il n'y a aucun assemblage visible. C'est peut-être un détail, mais c'est un détail qui a nécessité beaucoup de conception en 3D entre nous et l'entreprise de réalisation. Nous aimons vraiment aller d'un bout à l'autre, c'est-à-dire du départ du premier croquis jusqu'à la réalisation, et nous essayons d'avoir vraiment cette conception de ligne d'un bout à l'autre de notre projet. Nous travaillons sur des projets donc, de complexité différente, parfois géométriquement complexes, où effectivement la conception paramétrique nous aide, parfois avec des formes très simples, mais où la numérisation du projet permet d'optimiser le projet sur différents angles. Nous travaillons en urbanisme, sur des équipements, sur des infrastructures, et souvent, très souvent, en bois,
puisque c'est un matériau qui nous semble très intéressant pour ses caractères environnementaux, mais aussi pour ses caractères d'ambiance, tactilité, etc. Et nous pensons que la conception bois, la réalisation de charpentes bois, est très, très intimement liée à la conception paramétrique. Les charpentiers sont peut-être ceux qui mènent un petit peu le monde de la construction dans le numérique. C'est les premiers qui ont eu des modes de fabrication numérique au sein de leurs usines, qui ont industrialisé la conception de modules de logement, par exemple. Et on pense que cette réflexion main dans la main entre entreprises, architectes et concepteurs et promoteurs ou développeurs se fait aujourd'hui beaucoup dans le métier de la construction bois. Je vais vous parler de 2 projets. Je ne vais pas avoir le temps d'aller dans tous les détails, mais nous serons toujours prêts pour vous répondre suite à la conférence ou dans les questions-réponses. Le premier projet, c'est Platinan, un projet situé à Göteborg, construit par le plus grand promoteur suédois, Vasakronan, qui est un promoteur qui développe des projets pour ensuite les garder dans son parc immobilier, les développer sur de nombreuses années. Et c'est donc un promoteur qui a une conception vraiment longue et circulaire de son patrimoine. Il veut avoir un patrimoine avec peu de coûts de maintenance et un patrimoine qui puisse évoluer sur le long terme. Nous avions pris, lors du concours international dans lequel on avait été invité, ce présupposé de base. Il fallait concevoir un bâtiment qui soit évolutif à chaque stade du projet, c'est-à-dire aussi bien au niveau de la conception qu'au niveau de son évolution sur le long terme. Et à partir de cette postulat de base, nous avions conçu un projet qui a été sélectionné donc par Vasakronan justement pour cette grande flexibilité, cette réversibilité et cette capacité en fait à intégrer des éléments de fonctionnement complexes et d'un programme relativement complexe qu'il souhaitait installer. Donc c'est un projet de 76 000 m² avec des bureaux, un hôtel, des commerces, un centre de conférence. Et tout au long du projet, nous l'avons conçu justement dans cette idée de choix multiples. C'est-à-dire qu'à chaque étape du projet, nous avons étudié plusieurs versions, plusieurs alternatives pour à chaque fois essayer et trouver la bonne solution, la meilleure solution, la plus efficace, la plus optimisée, aussi bien au niveau de la répartition du programme que de la volumétrie, que des solutions de façade, que des solutions d'enveloppe ou de conception intérieure. Donc, en haut, vous voyez un petit peu les premières esquisses en 3D que nous avons fait lors du concours, avec des concepts très différents, soit très fragmentés, soit plus unitaires. La répartition du programme qui, grâce aux outils BIM, nous permettent, dès les premières prémices du projet, d'avoir la possibilité de tester des solutions multiples, des variations sur la répartition, la localisation des différents programmes. Et comme je vous le disais, pour nous, les projets sont fondamentalement des projets de collaboration. Donc avec Vasakronan, le promoteur, le constructeur PEAB, et ensuite toute une série de spécialistes, le coordinateur BIM, les spécialistes, les bureaux d'études. Et le BIM nous sert justement pour arriver à coordonner toutes ces compétences qui, prises une à une, sont effectivement de très haut niveau, mais si on n'arrive pas à les coordonner, à utiliser le maximum de chaque spécialité, en fait, on n'obtient pas un projet qui est à la hauteur de l'attente. Donc, les 3 fondamentaux de notre projet, c'était la pérennité du bâtiment, le confort des usages, la gestion de la maintenance, la maîtrise des coûts et planning, et bien sûr la haute qualité environnementale, qui est le fer de lance de Vasakronan et aussi globalement de la tendance générale et où la Suède
mène un petit peu la réflexion depuis très longtemps. Donc, nous avons une certification LEED Platinum, qui est plutôt le plus haut niveau de certification dans la catégorie LEED. Ensuite, nous avions de nombreuses logiciels et applications qui étaient utilisés, mais à la base, la modélisation se fait en Revit avec ce logiciel qui permet à tous les métiers en fait, de travailler dans un même environnement. Et ensuite, sur cela, nous greffons un certain nombre de plugins, d'outils de simulation. Et nous travaillons donc éminemment sur la coordination avec l'utilisation de Solibri et ensuite un certain nombre d'outils de chantier et de vie de bâtiment. Je ne rentrerai pas trop dans les détails parce que je pense que le temps nous est un petit peu limité. Donc, un petit peu l'environnement de logiciels sur lesquels, qui nous ont servi tout au long de ce projet. On pourra rentrer dans les questions-réponses s'il y a des questions là-dessus. Donc, notre réflexion sur effectivement cette flexibilité à tous les niveaux. Vous voyez ici en bas à droite 4 configurations de répartition de programmes que nous avions explorées dans les premières phases du projet afin d'optimiser en fait l'économie de projet, le fonctionnement du projet avec le promoteur dès les premières phases et de pouvoir garantir en fait que la position de l'hôtel était optimale par rapport à la position des bureaux, tout en sachant que grâce à une trame régulière tout au travers du bâtiment, une trame de 8 par 8 mètres, nous avons la possibilité, nous avons eu la possibilité d'étendre certaines surfaces. Par exemple, une fois que Scandic, l'opérateur de l'hôtel, est rentré dans le sujet et a commencé à échanger avec Vasselkonan, on s'est aperçu que l'hôtel idéal à cet endroit, c'était plutôt 460 chambres que 380 que nous avions estimé. Nous avons pu étendre la partie de l'hôtel sans que ça affecte fondamentalement la disposition des circulations du projet, puisque nous avions vraiment cette flexibilité et cette réversibilité en base du projet. Donc les maquettes métiers, là vous voyez une panoplie de maquettes des différents métiers. Nous avions nous-mêmes dû séquencer en fait, ou redécouper la maquette, les maquettes archi pour pouvoir travailler de manière plus fluide au sein de ces maquettes. Nous utilisons Revit 360 qui nous permet finalement d'avoir les maquettes dans un cloud et de pouvoir les partager entre les différents métiers. Donc nous atteignons un BIM niveau 3. Voilà. Nous avons fait un nombre assez important de simulations avec nos partenaires pour pouvoir optimiser aussi la conception des façades. Notamment, nous voulions un bâtiment totalement en verre. Donc, nous avons défini les paramètres vis-à-vis de la certification environnementale. Et nous avons pu choisir les typologies de vitrage, disposer des doubles façades là où il le fallait, en fonction de l'ensoleillement, mais aussi de l'acoustique, du niveau de lumière exigé au niveau des postes de travail dans les bureaux. Donc, toutes ces simulations ont pu être faites en utilisant donc des exports IFC qui nous ont permis d'être interopérables à tous les niveaux du projet. Donc, la qualité environnementale, une conception paysagère sur les terrasses, donc faite là aussi en 3D, qui nous a permis d'intégrer vraiment le maximum de biodiversité au niveau du projet, malgré la densité finalement et le peu d'espace autour du site. Nous avons choisi de mettre le maximum de végétation sur ces terrasses et que ces terrasses puissent aussi devenir des espaces collectifs, communs, semi-publics, avec des vues sur la ville de Göteborg. Voilà quelques coupes au travers du bâtiment qui montrent donc les maquettes des différents métiers assemblés et qui montrent cette simplicité, c'est-à-dire une complexité maîtrisée à tous les niveaux.
Donc des coupes horizontales à différents niveaux. À gauche, vous avez la salle des machines centrale, un peu le cœur du projet technique, on va dire. Et ensuite, à droite, vous avez un étage courant d'hôtel avec ses réseaux. Donc la conception 3D BIM nous permet de gérer les conflits, de gérer le passage des réseaux, de faire de la synthèse vraiment en amont pour qu'en phase chantier, il n'y ait aucun problème de mise en œuvre. Nous avions des façades avec un certain niveau de complexité, ce qui nous a permis, en fait, la 3D nous a permis de régler tous les problèmes de jonction, d'angle, de rencontre entre différents matériaux. Et pour l'entreprise, de pouvoir concevoir en 3D les plans d'atelier et de pouvoir réaliser des choses qui viennent se monter de manière efficace et régulière sur le chantier. Je ne rentre pas trop dans le détail, mais c'est ce que je vous disais, donc la conception vraiment en 3D de chaque boulon. Voilà. Le chantier, la gestion du chantier, elle aussi, a été faite grâce au suivi 4D, donc avec un suivi permanent de l'avancement du chantier, donc de la maîtrise du temps. Nous avons aussi, où l'entreprise a fait effectuer aussi de manière régulière des scans sur chantier à des étapes clés, ce qui permet d'avoir une maquette en fait, faite à partir de nuages de points et de comparer cette maquette à la maquette originale, au modèle original, et donc de faire des ajustements pour avoir une maquette finale qui soit pile ajustée à la réalité de la mise en œuvre et qui puisse servir ensuite en tant que jumeau numérique. Donc ensuite, Vasakronan s'est engagé aussi de manière très ambitieuse sur l'exploitation et la gestion de ces projets de manière à avoir en fait la possibilité d'avoir des jumeaux numériques pour le suivi tout au long du cycle de vie. Donc ce projet étant l'un des plus récents, il est vraiment à la pointe sur ces aspects-là. Je vous montre un petit film qui montre un petit peu donc, notre projet sous différents angles. Là, vous voyez une modélisation du phasage du bâtiment, de la construction des gros œuvres de la construction. Donc, on arrive sur le deuxième projet que nous voulions montrer aujourd'hui. Donc, c'est le village des athlètes au sein de l'écoquartier de l'île Saint-Denis que nous réalisons avec le groupement Pichet-Legendre.
qui était retenu donc pour développer ce projet de 47 000 m² sur l'île Saint-Denis. Et ce projet est encore une preuve de collaboration parmi donc, des collaborations au sein de groupements, mais aussi avec d'autres partenaires, parce que c'est un sujet complexe, avec des très fortes ambitions environnementales et aussi temporelles, bien sûr, puisqu'il faut respecter des dates de livraison très précises. Donc, au sein du quartier, il y avait une attente de diversité architecturale, mais en même temps de coordination des formes architecturales et des formes du design. Donc, l'organisation s'est faite autour de 3 architectes coordinateurs, nous-mêmes, Chartier Dalix et Petit Didier Priot, et ensuite avec 11 architectes qui ont chacun conçu un ou plusieurs bâtiments. Nous-mêmes, nous réalisons 2 des bâtiments et nous coordonnons la partie que vous voyez la plus proche de vous dans cette image, donc les 5 bâtiments qui se trouvent autour de cette place centrale, qui est un peu le cœur du projet urbain et paysager. Donc, ce projet sur lequel nous avons eu un petit peu le rôle de coordinateur, d'architecte de coordination autour de cette place, comporte un hôtel que vous voyez en premier plan, un centre culturel, un centre nautique et les 2 bâtiments que nous réalisons en tant qu'architectes, un bâtiment de bureau réversible en logement étudiant, en logement pour athlètes et un bâtiment de logement universitaire, un bâtiment de logement étudiant qui aussi est utilisé pour logement en tant que logement pour athlètes. Donc, comme je vous le disais, il y a des fortes ambitions environnementales sur ce secteur et la possibilité donc d'avoir une maquette commune, une maquette BIM commune avec l'ensemble des bâtiments permet au groupement Pichet-Legendre et à leur bureau d'études intégré Ecotech de maîtriser parfaitement le bilan carbone et un certain nombre de paramètres environnementaux qui permettent donc d'avoir un suivi linéaire du projet du début à la fin. Et là encore, dans le cadre de projets urbains, nous pensons que cet aspect en fait, de maîtrise des coûts, de maîtrise des surfaces, de maîtrise des aspects environnementaux est vraiment au cœur du développement actuel. Si nous voulons réussir à freiner le changement climatique et changer le paramètre en fait, fondamental de nos projets et d'atteindre finalement la neutralité carbone dans les délais nécessaires pour freiner le réchauffement climatique, nous devons avoir une parfaite maîtrise et pouvoir remettre en fait le curseur si nous dévions en fait de cet objectif. Et à ce titre, ce projet nous semble assez révélateur de comment, avec un projet complexe avec plusieurs architectes et 2 maîtres d'ouvrage, on peut avoir ce contrôle en temps réel. Compte tenu du site aussi sur une île avec finalement peu d'espace libre, il y a aussi la réflexion sur le phasage, sur l'opérationnel qui a été fait en 3D et avec une conception vraiment très aboutie en fait dès les phases études sur comment gérer ce chantier sur ce site exigu et difficile d'accès. Ensuite, là je ne rentrerai pas trop dans le détail, nous avons le développement que je vous ai un peu montré sur Platinum tout à l'heure, mais à une échelle un petit peu moindre sur chaque bâtiment, puisque les bâtiments sont légèrement moins complexes, mais la complexité ici venant plutôt du fait d'avoir de nombreux bâtiments et qui interagissent les uns avec les autres en termes architecturaux et même techniques. Nous avons par exemple optimiser la dimension des châssis, des fenêtres en utilisant donc la maquette BIM globale pour pouvoir limiter le nombre de châssis, même si les architectures sont très différentes avec des formes assez différentes. Le fait de réduire un nombre limité
de châssis permet aussi des économies d'échelle à l'échelle du quartier. Nous avons bien sûr fait des maquettes physiques aussi, parce que ces maquettes physiques nous permettent de conforter notre travail en maquette numérique. Donc, sans rentrer trop dans le détail, simplement un aspect qui nous semble très intéressant et vraiment une piste de développement de nos projets, c'est la réversibilité des projets, d'étudier finalement des projets qui ont de plusieurs vies en une. Et là, on a pu avoir cette opportunité puisque les bâtiments eux-mêmes doivent avoir deux fonctions. Nous avons déposé deux permis, une pour du logement, une pour des bureaux. Et nous avons vraiment eu une réflexion très poussée sur comment finalement minimiser l'impact de ces travaux de transformation. L'ensemble des salles de bain et des sanitaires qui vont être utilisés pour la phase jeu seront récupérés, réutilisés. Ce sont des modules préfabriqués qui pourront servir pour d'autres projets. Et là, on rentre donc dans une réflexion circulaire sur le bâtiment. Il n'y a rien qui est mis à la benne. Tout ce qui est produit est réutilisé. Les cloisons sont également décollées finalement et réutilisées dans d'autres projets. On veut un zéro déchet dans cette transformation du bâtiment d'une fonction à l'autre. On a fait aussi une petite animation qui montre donc notre projet commun et qui montre comment les 5 bâtiments finalement, même dans leur diversité de formes et d'échelle et de textures, jouent les uns avec les autres et créent un ensemble harmonieux. Parce que c'est aussi ça l'objectif finalement de toute cette technologie que nous mettons dans les projets, c'est finalement d'avoir des espaces urbains paisibles qui sont agréables à vivre, des formes qui sont proportionnées, qui finalement donnent une esthétique à l'ensemble de l'espace urbain, qui ont une esthétique propre, qui ont une esthétique à la fois forte, mais aussi intégrée, et finalement parfois quelque part un petit peu en retrait pour donner de l'espace à la vie et pas s'imposer sur le contexte. Je pense que je suis un petit peu au-delà du temps. Oui, en fait, il te reste 2 minutes, Eric. Voilà, je vais essayer d'abréger. Je saute ce petit film, je vous le montrerai à un autre moment. Donc, juste pour finir, et ça rejoint un petit peu ce dont parlait Stanislas tout à l'heure, un autre axe important de notre réflexion concerne la fabrication et la production des bâtiments hors site. Pensons que là, il y a une piste très intéressante que nous développons, notamment là sur ce projet, nous réalisons l'un des bâtiments, le PE2, qui est un bâtiment de logement étudiant. Nous le réalisons en modulaire. Ces modules vont venir par transport fluvial et vont être montés sur place, ce qui permet en fait d'optimiser le délai du chantier, d'avoir une meilleure qualité de réalisation et d'avoir une optimisation environnementale très significative. Cette expérience que nous menons aussi en Suède, où la préfabrication et la réalisation hors site a déjà un petit peu d'avance vu les conditions climatiques qui ne permettent pas d'avoir des champs très longs. Et donc, il vaut mieux réaliser des choses en atelier et de venir simplement les poser, nous a poussé à commencer à développer des systèmes constructifs qui peuvent être adaptés à d'autres sites. Et nous voyons vraiment le BIM comme le cœur de ce dispositif, de cet écosystème où l'industriel, le promoteur, l'entreprise de construction, les acquéreurs et l'architecte peuvent collaborer au travers de cet outil pour finalement trouver la meilleure solution, la meilleure architecture, la meilleure solution, et ça rejoint donc cette optimisation finalement itérative du projet. Et je vais finir juste par une petite simulation de ce que ça pourrait donner. J'espère que je vais être